Donc maintenant, moi, je vais passer sur une petite présentation sur l'entretien principalement mécanique du sol. Donc ça va s'axer en 4 parties. Première partie, je vais vous parler d'une enquête qu'on a réalisée cet été. Donc ça va être les premiers résultats de l'enquête. Une deuxième partie, ça va être une enquête réalisée donc, par la SICAVAC. Ensuite, je vais vous parler de quelques itinéraires avec des coûts liés et des temps de travaux. Et enfin, je vais vous présenter un outil qui a été d'abord développé par la Chambre d'agriculture 49, donc l'ATV 49, et qui maintenant est en test sur toute la France. C'est un outil qui permet d'évaluer l'impact économique du changement de pratique sur votre exploitation. Voilà. Donc, cette enquête, elle a été réalisée donc, cet été auprès d'un panel de vignerons en agriculture biologique. Donc, le but était de faire un état des lieux des pratiques, parce que quand on parle de changement de pratique, c'est intéressant de savoir déjà quelles pratiques on a autour de soi, qu'est-ce qu'on a comme pratique possible. Le matériel utilisé et les fréquences d'utilisation, et si les gens rencontraient des problèmes dans leurs différents itinéraires. Donc, on a abordé différents thèmes. Donc, tout d'abord, pour bien replacer l'exploitation dans son contexte, on a demandé l'AOC, la densité de plantation, le mode de valorisation, etc. On a également questionné sur la possession du matériel, c'est-à-dire si les personnes possédaient du matériel en copropriété ou en CUMA, s'il y avait un ouvrier spécialisé sur l'exploitation. On a posé des questions en plus du travail du sol sur le type d'entretien du sol en général, c'est-à-dire s'il y avait de l'enherbement présent ou non. Et sur les pratiques, donc les itinéraires en eux-mêmes, nombre de passages, est-ce que les vignerons couplent ou non, font des combinaisons de matériel, et lesquels. Voilà. Donc on a eu 13% de réponses, c'est relativement faible, mais ça nous permet quand même d'avoir une idée des pratiques sur le vignoble. Ça correspond à 23 réponses, donc ça ne fait pas beaucoup. Là, le questionnaire, il se présentait de cette manière-là, donc c'est un Google formulaire très facile et très rapide à répondre, malgré le nombre de questions, c'est assez rapide. Oui. Donc si je vous parle globalement des réponses sur les types d'exploitation, on a toutes les AOC qui sont représentées, autant de vignes étroites que de vignes larges. Voilà, les rendements visés sont à peu près les mêmes partout, c'est 45 hecto-hectares, enfin plus ou moins, et en termes de superficie, on est entre 2 hectares et 40. Voilà. Donc, on a quand même une petite vision des pratiques. En ce qui concerne les données générales d'entretien du sol, donc la question qui était posée, c'est quel type d'entretien du sol vous pratiquez sur votre exploitation. Il y avait plusieurs réponses possibles. Ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart des vignerons ne pratiquaient qu'un seul type d'entretien du sol, mais ça ne veut pas dire un seul itinéraire. Voilà. Donc ça peut être différents semis, différents nombres de passages, et la différence est peu faite selon la valorisation au final du produit final, mais principalement en fonction des parcelles, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a un tiers des vignerons interrogés qui pratiquaient les engrais verts. Donc, même si on se pose encore beaucoup de questions sur le sujet, globalement, les outils de travail du Cavaillon sont utilisés 2 fois plus. Pourquoi ? Parce que le premier intérêt du travail du Cavaillon, c'est vraiment la maîtrise de l'herbe. Donc, on ne veut pas de concurrence hydroazotée, on ne veut pas de gel, et on veut un bon état sanitaire. Donc on ne veut pas que l'herbe elle monte dans la vigne et qu'elle crée un environnement favorable aux maladies. L'outil principalement utilisé, c'est la décavaillonneuse par quasiment tous les vignerons à 1 ou 2 passages près. Et ensuite ce sont les lames. Alors la décavaillonneuse, malgré les débits de chantier faibles, ça reste l'outil de prédilection parce que ça peut passer en conditions difficiles, donc des sols caillouteux ou beaucoup d'herbe. Et
ça permet un désherbage durable et c'est le seul outil qui vraiment travaille les vivaces. Voilà. En ce qui concerne l'interrand, l'outil le plus utilisé, c'est le cover crop. Mais on verra que l'actisol, même si ce n'est pas l'outil qui est le plus utilisé, il a quand même un rôle important dans les exploitations. Seulement une petite majorité des vignerons déclarent réaliser des combinaisons de matériel dans leur itinéraire technique. 73% de ces vignerons, c'est ici, déclarent coupler les lames. Donc c'est l'outil qui est majoritairement utilisé en combinaison. Et ce qu'on voit, c'est à peu près le même pourcentage pour les doigts bineurs, mais la différence, c'est que ces outils-là sont encore peu répandus dans les exploitations. C'est un outil qui est très bien utilisé en finition, parce qu'on n'abîme pas les cèpes, on n'a pas besoin de tutorage, on a un débit de chantier qui est rapide. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un outil qui s'abîme relativement peu. C'est pas de l'usure, c'est de la casse. Les doigts se remplacent par quartier. Et ça s'adapte à beaucoup de châssis aussi. Voilà. Donc c'est pas mal en combinaison, mais c'est peu répandu. Donc la majorité des vignerons couplent du matériel interrang intercept pour gagner du temps. Et du coup, seulement 21% des vignerons coupent plusieurs matériels sur le cavaillon. Donc ça, c'est un tableau qui représente... donc ça, à gauche, vous avez tous les matériels dans le questionnaire intercept. Et ça, vous avez tout le matériel possible en combinaison. Donc la question, c'était avec quel matériel vous coupez les lames, si vous en avez, avec quel matériel sur un tableau. De là, j'ai repris toutes les fois où on avait cité, par exemple, je combine les lames avec les doigts bineurs, je combine les lames avec les disques crénelés. Et donc on voit donc les lames, c'est le matériel le plus coupé, mais avec tout type de matériel. Donc c'est un matériel qui est polyvalent. On l'utilise avec la décavaillonneuse, avec les outils intercept, avec les disques pour remettre à plat. C'est vraiment un outil, et ça a été montré dans une étude en Champagne, je crois, qui est très efficace en combinaison. Après, faire attention, du coup, c'est peut-être l'intérêt aussi de le coupler, c'est que les lames fonctionnent moins bien sur des cavaillons où l'herbe est déjà très développée, contrairement à la décavaillonneuse. Donc, à part pour les outils animés rotatifs et la charrue vigneronne, on remarque que globalement, le matériel intercept est utilisé avec tout type de matériel, mais de manière moindre que les lames. Alors, en termes de besoins, entre guillemets, en matériel, par rapport aux corrélations de est-ce que je combine mon matériel, est-ce que c'est un rapport par exemple avec la surface ou non, on remarque que plus l'exploitation est grande, plus on observera un grand nombre sur les pratiques, plus de couplage de matériel. Voilà. Et pour la densité de plantation, ça n'influence pas les types de combinaisons de matériel, mais par contre, ça influencera le nombre de passages. Là. Donc du coup, je ne vous ai pas présenté le graphique, mais voilà, en vigne large, on réalisera moins de passages globalement qu'en vigne étroite, avec des écarts types importants quand même. Là. Ce qui est aussi apparu dans cette étude, c'est vraiment le besoin en matériel. C'est-à-dire qu'on arrive à, en moyenne, 5 à 6 outils qui sont utilisés sur une exploitation, ce qui est relativement important. C'est pour répondre à tout type de situation. Sachant qu'en plus, donc comme je vous l'ai dit, c'est du matériel en propriété, puisqu'il n'y avait que 2 vignerons qui avaient du matériel soit en CUMA, soit en copropriété. Voilà. Et encore une fois, ce qui apparaît le plus, c'est l'outil Actisol, qui est également l'outil le plus couplé. C'est pas l'outil le plus utilisé, mais c'est l'outil sur lequel on fait le plus de combinaisons, parce que le châssis le permet. Les lames sont les outils qui nécessitent, sur lesquels on fait le plus de passages. On sera à 3 passages en moyenne, et la décavaillonneuse, c'est entre 1 et 2 selon les exploitations par an. Ce qui, en termes de gestion du temps,
ce qu'on peut se demander au final, c'est est-ce que c'est nécessaire de passer tous les ans si on n'a pas de problème de vivace? La décavailleuse qui prend du temps, puisqu'on est sur du 2,5 km/h. Pour les difficultés évoquées, les principales, c'est les conditions de passage, donc pour le travail du sol, parce qu'on passe très souvent, donc des fenêtres étroites ou des conditions du sol trop secs ou trop humides. L'état de la vigne en elle-même, donc on occasionne des blessures, des cèpes, des casses de cèpes, problèmes de déclenchement et la gestion des camplants. L'usure du matériel ou l'adaptation du matériel en vigne étroite. Et ce qui n'apparaît pas du tout, c'est le temps de passage ou le coût de tel ou tel itinéraire en fonction de la méthode. Et donc en conclusion, c'est un petit échantillon, donc c'est une petite image de ce qui se passe sur le vignoble. Ça ne correspond pas à toutes les situations, ce que je vous ai présenté. Globalement, on ressort quand même qu'il y a trois outils qui sortent du lot. La décavaillonneuse, qui n'est pas utilisée souvent, mais par tout le monde, et les lames, notamment pour le travail intercept, qui sont donc utilisées souvent en combinaison et par beaucoup de monde. C'était 73%. Donc il y a beaucoup d'itinéraires différents, il n'y a pas de recette miracle. Et les perspectives, donc, ce serait plutôt d'élargir le panel de vignerons questionnés si on refait une telle enquête, et pour intégrer les itinéraires mixtes en termes de coût et de temps. Voilà. Et de récupérer les questions de charge et les problèmes d'organisation, ou comment est gérée l'organisation sur l'exploitation. Ce qu'on peut ressortir sur 3 années sur l'entretien des sols, donc voilà, donc 3 enquêtes réalisées depuis 2015 sur l'ensemble des vignobles du centre. À chaque fois, on sonde près de 20% des surfaces plantées dans toutes ces appellations, donc un échantillonnage quand même assez représentatif. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'entretien des sols comme indicateur pluriannuel ? Eh bien déjà, des surfaces sans herbicides. Nous, c'est vraiment une enquête qui n'est pas uniquement destinée aux vignerons bio, mais vraiment à tous les vignerons. Donc, sur les réponses des enquêtes, on a à peu près, en 2015, 50% des surfaces qui ne reçoivent aucun herbicide. 2017, on est à 40 et 2016, on est à un peu plus de 30. Donc, on voit un gros effet millésime avec des millésimes qui sont plus faciles à gérer que d'autres sans herbicides et des domaines qui s'adaptent vraiment aux millésimes. Par contre, les surfaces enherbées vont être assez stables et évoluent peu, et on a beaucoup de parcelles qui sont sur des enherbements permanents jamais détruits, surtout pour des problèmes de pente ou des choses comme ça. Ensuite, sur le nombre de passages d'outils, on est sur les personnes qui font sans aucun herbicide, ou les parcelles qui sont faites sans aucun herbicide, à peu près 3,5-4 passages, étonnamment constant suivant les millésimes. Et puis, on a aussi des stratégies mixtes, où là, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même un très, très grand nombre de domaines qui combinent 1 à 2 passages, mais plutôt, c'est plus proche de 1 passage d'herbicide à 2 ou 3 passages d'outils le reste de l'année. Donc, vraiment pas mal de combinaisons. Et puis, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est des écarts types énormes, c'est-à-dire qu'il y a des parcelles, il y a des domaines qui font beaucoup plus de passages que d'autres. Voilà. Donc je m'occupe du réseau Défi Viti d'Indre-et-Loire et on a récupéré les calendriers de traitement de quelques vignerons du groupe. Donc il y avait les exploitations ont plus ou moins la même surface. On est entre 15, c'est la plus petite, et après on est autour de 24 hectares. Situés sur 2 appellations, Bourgueil et Chinon, donc 2 sur Bourgueil, 2 sur Chinon. Globalement, on est autour de 4 UTH par exploitation, sauf une qui est à 10. Sur des terroirs variables de sable, gravier et d'argile. Donc ça, c'est pour la présentation générale des exploitations. En ce qui concerne les itinéraires, donc là, je vous présente, sur la première exploitation, on a un itinéraire avec 2 à 3 décavaillonnages selon l'année. Donc c'est passage entre 2 et 3 km/h, et
Ensuite, on a également des passages sur l'interrang de disque ou d'actisol. Sur l'exploitation 2, on a l'itinéraire qu'on a appelé sandwich, c'est-à-dire que l'interrang est travaillé et que le cavaillon est tondu. Donc là, on est sur 4 passages de tonte à 2,5 km, 2,5 km/h, pardon. Et le reste, c'est 2 passages sur l'interrang de cover crop et de rotavator. Sur la 3e exploitation, donc c'est une exploitation qui utilise les doigts Cress et qui réalise donc 2 passages avec ces doigts-là, 2 passages avec des lames combinées à un matériel interrang et un chaussage, un décavaillonnage. Et le dernier itinéraire, c'est à peu près le même que celui avec les doigts mineurs, sauf que on utilise des lames à la place. Voilà. Donc de manière générale, la première chose, je trouve, qui saute aux yeux, c'est quand même le passage de la tondeuse sous le rang entraîne des coûts vraiment importants parce que ça entraîne un temps vraiment important. C'est-à-dire que c'est 4 passages à 2 km/h. Et donc on arrive sur du 16 heures hectare et c'est ça qui fait exploser le coût par hectare. Et ce qu'on voit également, c'est pareil, on parle encore du temps de passage, mais c'est un peu le nerf, puisque si on passe plus de temps sur son tracteur, on doit payer quelqu'un plus longtemps, et donc du coup on a des charges plus importantes. Donc ce qui fait la différence également entre l'exploitation 1 et l'exploitation 4, une différence de 80-90 €, c'est le nombre de décavaillonnages qui est encore mangeur de temps. Voilà. Et au final, ce qui est intéressant avec l'itinéraire avec les doigts bineurs, c'est qu'on a 2 passages de plus, mais un coût qui reste plus élevé à cause des 2 passages en plus, mais en fait, les doigts bineurs ont un débit de chantier qui va être entre 7 et 8 km/h. Bon, globalement, je ne vais pas vous le dire là parce que je suis courte en temps, mais ce qui permet de réduire les coûts, c'est principalement de réduire le temps de passage et de maintenir, tout en maintenant un itinéraire technique efficace pour détruire et également respectueux du sol. Alors tout ça, je vous l'ai mis, c'est écrit dans le livret, donc je vais passer du coup. Et je vais vous présenter rapidement cet outil-là, qui est un outil qui a été développé, comme je vous l'ai dit, par la Chambre du 49. Donc c'est un outil qui est à l'échelle vraiment de l'exploitation. C'est des cas particuliers. On a besoin donc des données comptables de l'exploitation, donc le BE, le résultat courant et d'autres données comptables. Et c'est un outil qui est destiné donc pour vous conseiller et prévoir des plans d'action. Mais ce qui est intéressant du coup, donc dans un premier temps, on modélise l'état initial de l'exploitation. Ensuite, on simule un changement de pratique, donc investissement de matériel, investissement en main-d'œuvre, évolution du rendement ou non. Et enfin, on regarde l'impact de ce changement sur les données économiques afin de mettre en place un plan d'action. Alors, ce qui a été testé, c'est différents scénarios. Donc, le scénario 1, c'est un passage en gros avec des lames et l'embauche d'un salarié pour le passage au travail du sol. Ce qui est intéressant aussi, c'est le scénario 3, qui est un scénario mixte, et le scénario 4, qui est un scénario, donc encore une fois, avec ses doigts binaires. Globalement, ce qui a le moins d'impact sur les données économiques, les données comptables, c'est le BE, le résultat courant, c'est l'itinéraire mixte et l'utilisation de ces bineuses étoiles. Voilà. Encore une fois, parce que c'est vraiment un outil qui a un débit de chantier important. C'est vraiment ce qui fait la différence. Et alors, ce qu'on a essayé de regarder, c'est sur les 2 scénarios des lames et de l'utilisation des cresses, c'est l'impact d'une augmentation du prix sur les données comptables, enfin jusqu'où il fallait aller, en gros, pour arriver à éponger en fait le temps en plus.
Et donc, on a évalué avec une baisse de rendement quand même, et une augmentation à 2 € par hectare. Si on augmente, je ne l'ai pas mis là, mais si on augmente de 2 € par hecto, on obtient un résultat et un EBE qui sont supérieurs, sans perte de rendement, qui sont supérieurs à l'état initial, au final, si on augmente de 2 € par hecto. Et ensuite, toutes les autres hypothèses, on arrive quand même à une baisse, voire une très forte baisse du résultat courant et de l'EBE. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'éviter les chutes de rendement quand on passe au travail du sol. Et on voit qu'une petite augmentation de 2 €, ça correspondait à 1,5% du prix d'augmentation. Donc c'est pas énorme. Donc voilà.